Peux-tu nous parler maintenant donc, du coup de Maître Tamura? Donc la première rencontre c'était à l'INSEP avec Maître Chiba. Et comment s'est effectué ce rapprochement? Puisque comme toi tu étais sur Paris, tu as pu t'orienter plus vers le travail de Maître Noquet ou Maître Noro ou autre. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors j'évoquais tout à l'heure le fait que quand Michel Drapeau est parti vers les plateformes pétrolières en Indonésie, je me suis trouvé à me rapprocher de Jacques Bonnemaison. À l'époque, Jacques Bonnemaison suivait beaucoup Maître Tada. Donc tous les étés, il allait souvent en famille avec son épouse. Il allait à Florence, au stage d'été de Maître Tada. Donc ça l'avait assez marqué. Et il y avait beaucoup de monde. Hein. Maître Tada, c'était une pointure. Il y avait un respect. Et aussi de Maître Noro, de Maître Tamura par rapport à Maître Tada, qui avait coordonné des stages ensemble par le passé. Et donc, puis Maître Tada, c'était l'ancien. On voit d'ailleurs des films où Tamura Sensei et le looké de Tada Sensei. Donc Jacques Bonnemaison était très, très adepte de cette pratique-là. Mais comme c'était un de ceux qui, sur Paris, travaillait assez fort, à l'époque, c'était avant la création des fédérations telles qu'on les connaît. Et ce qui s'est trouvé, c'est qu'il y a eu 4 cadres qui ont été nommés par les regroupements Luna à l'époque. Et donc il y a eu Mariano Augustin, dont j'ai déjà parlé, Michel Bécard, dont j'ai déjà parlé, Christian Tissier, et le 4e, parce qu'il s'était aussi rapproché de Tamura Sensei pendant l'année, ça a été Jacques Bonnemaison. Et à partir du moment où Jacques Bonnemaison a eu ce rôle de responsable technique pour la Ligue d'Île-de-France avec les 3 autres, il a été d'une intégrité remarquable. C'est-à-dire que, non pas qu'il ait rejeté ce qu'il avait fait avec Maître Tada, mais il est allé dans le droit fil de ce que faisait Maître Tamura. Donc il suivait Maître Tamura à quasiment tous ses stages, que ça a été en France, à la frontière allemande, en Belgique. Et j'avais la chance, c'est qu'il s'était acheté une vieille Mercedes diesel, et partout où il allait, il me disait, écoute, la voiture elle roule, t'as qu'à venir avec moi. Et donc, il ne me demandait même pas, j'étais étudiant encore, j'étais orphelin de père, donc il n'y a pas beaucoup de moyens. Et ça a été il m'a vraiment soutenu, accompagné. Et donc, j'ai pu, grâce à lui, rentrer profondément dans le travail de Maître Tamura, parce que lui-même aussi le travaillait quand on était au dojo. Donc, j'étais 90% du temps son uke. Et donc, ça m'a développé, ça m'a donné. C'était très, 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 très vigoureux. Hein. C'était dynamique. C'était 2 à 3 heures de chute. Je crois que pendant les 2 premières années, le training est monté en intensité. Je ne crois pas avoir terminé un seul cours sans avoir eu envie de vomir à un moment donné, tellement l'intensité était forte. Souvent, on était 2 à finir le cours, parce qu'il chutait avec nous, il faisait les mêmes exercices. Il était généreux de son corps. Donc ça m'a énormément, lui, il m'a permis de me développer corporellement, mais aussi de rentrer en contact direct avec Tamura Sensei. Puis après, quand Tamura Sensei a vu que j'étais là à tous ces stages sur Paris, puis que je gravitais sur les stages à proximité dès que j'avais la possibilité d'y aller, ben c'est à ce moment-là pratiquement que Sugano Sensei a commencé à arriver. Et donc Tamura Sensei savait que je faisais des études d'anglais. Il m'a dit, ça tombe bien, tu peux t'occuper de Sugano. Et donc c'était ma mission, d'être otomo de Sugano Sensei. Mais donc c'est grâce à Jacques que j'ai fait connaissance plus profondément, techniquement, humainement, corporellement, du travail de Tamura Sensei. Juste un élément de comparaison, à l'époque, on disait que Noro Sensei, ça bondissait et c'était beaucoup de travail sur les étirements, les élégations de cours, ce qui était vrai. De corps, pardon, les bras, on apprenait à faire des shihonage en extension pour étirer, ou les kotegashi avec des mouvements d'étirement complets en arrière, et ça m'a fait pas mal de bien. Mais de l'autre côté, on disait que les élèves de Tamura Sensei, c'était des diesels. C'est-à-dire qu'on lançait le moteur et ça faisait 1000 km. Donc il y avait vraiment chez Tamura Sensei, mais le nombre de fois au début, je tournais bien, j'étais physiquement adapté, mais le nombre de fois où je commençais, il me faisait une technique, je tombais, j'étais à peine tombé, il me disait « Allez, debout !» plein de fois. Alors que j'avais l'impression de ne pas chômer, de ne pas traîner au sol, mais il fallait vraiment être debout, au sol, debout, au sol, debout, au sol. C'était constant, il fallait constamment, et la vigilance tout le temps, quoi. Bienveillante, mais il était toujours dessus. Alors bien sûr, ça m'a forgé, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans le travail de Tamura Sensei qui était dans la continuité des éléments que j'avais pu glaner parmi les élèves de chez Noro. Et il n'y avait pas de contradiction. Donc en fait, ça a été
une approche complémentaire, et Tamura, ça a été une sorte de mise en perspective de tout. Et en fait, le grand intérêt que je reconnais parmi tout un tas de choses à Tamura Sensei, c'est la cohérence de la formation qu'il nous donnait. C'est-à-dire que c'était sa logique, mais alors elle était défendable du début à la fin. Même s'il y a des choses que moi maintenant je ferais différemment, il n'empêche que ça m'a énormément structuré. Quand j'ai vu après ce qui pouvait se passer dans d'autres clubs ou quand j'étais jury pour les passages de grade avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qui étaient de bonne volonté mais qui étaient complètement décalés par rapport à une pratique, qui faisaient des choses dissemblables, désorganisées, tout ça, je me suis rendu compte de l'importance de cette formation par Tamura Sensei, alors qu'en fait, lui n'en parlait pas, mais il la transmettait. Tamura Sensei il semblait très ouvert au fait que tu pratiques avec d'autres experts, puisque lui-même il t'a demandé d'accompagner Sugano Sensei, etc. Il y avait donc une circulation de l'information, des stages communs entre tous ces experts à l'époque. Alors oui, en fait on n'était pas très nombreux, donc les informations elles circulaient assez vite. Et surtout quand on était rentré dans un des cercles, il n'y avait pas vraiment de fermeture. C'est vrai que les élèves de Noké étaient parfois un tout petit peu en retrait parce que quand on voyait un Chiba, ça faisait peur. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un engagement corporel de la même manière. C'était plus, on va dire, apaisé le travail qui se faisait dans le groupe de Noké. C'était parfois tonique aussi, hein. Il y avait des bons pratiquants, mais il n'y avait pas ce côté punchy, combatif qu'on trouvait chez Chiba et partiellement chez Maître Tamura. Et donc la circulation, ça fonctionnait bien. Il se trouve qu'à l'époque, moi aussi très vite, j'ai voulu passer mon brevet d'État, donc j'ai fait une année de judo dans le Collège national des ceintures noires. C'était super intéressant parce que c'était des pratiques finalement, comme c'était de la technique plus que de la compétition, il y avait une approche très proche de l'aïkido au niveau de la formalisation des techniques. Et puis j'ai fait 3 ans de karaté en semi-full contact avec des élèves de Mochizuki Hiro. Et ça, c'était intéressant parce que moi, je voyais Mochizuki Hiro. À un moment donné, ils ont fait l'UNA avec Maître Noké, Maître Mochizuki, Hiro, pas Minoru, hein, c'est pas son père que j'ai croisé aussi, que j'ai vu en stage, et Tamura. À la fin, c'est Tamura qui a remporté le paquet, mais les stages avec Mochizuki étaient super intéressants. C'est une belle personnalité que j'ai revue plus récemment, et c'est une belle personnalité, une personnalité de chercheur et d'expérimentateur. Et ça, c'était intéressant parce que ça permettait, pour moi qui le voyais pour l'aïkido, comme je le captais aussi à travers le karaté que je faisais, c'était intéressant de voir les liens et la subtilité dans sa démarche intellectuelle, le travail, puisqu'il avait fait des études de vétérinaire, comment le travail, son analyse du mouvement corporel se faisait, comment il organisait sa pensée, ça c'était vraiment intéressant. Et il y avait des liens d'amitié clairs entre Mochizuki Hiro et Tamura. Il savait que c'était le fils de Minoru, de Mochizuki Minoru, qu'il avait été élève de Osensei à Iwama, et qu'il avait été Uchideshi même il avait commencé pratiquement gamin, puisque son père était élève de Morie Yushiba. Donc en fait, il y avait des liens et un respect mutuel sans contestation. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Mochizuki Hiro a quand même privilégié l'aspect plus recherche Yosekan Budo, karaté, cet aspect-là, plus que l'aïkido, mais ses qualités étaient indéniables et on voyait qu'il y avait un très gros travail corporel chez lui et c'est intéressant. Et lui aussi, il était d'une bienveillance, et il est toujours, enfin je veux dire, il y a toujours cette façon de continuer à chercher et continuer à travailler. Alors ça, c'est une des grosses qualités que j'ai toujours rencontrées chez tous les maîtres japonais que j'ai vus pratiquement. Il y a du travail. C'est la meilleure solution, de toute façon. Donc, Il y a 3 éléments qui sont récurrents quand même chez toutes ces rencontres. C'est un très gros engagement physique, qui se traduit parfois différemment, une grande ouverture, qui se traduit par une progression, un travail continu, et puis de la martialité. Paradoxalement, c'est ces 3 éléments qui semblent assez ténus aujourd'hui. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce qu'en fait, je pense que pour moi, on pratique ce qu'on appelle un art martial ou une discipline martiale. Bon, c'est pas tout à fait adapté parce que martial, pour moi, c'est plutôt la guerre.
Et alors que les pratiques qu'on fait en Aïkido sont plutôt des pratiques je dirais, de police civile. On peut emmener quelqu'un au poste de police, on peut immobiliser ou tenter d'immobiliser un agresseur. Donc c'est pas vraiment la même situation que de ce que j'ai vu quand j'ai fait mon stage commando à l'armée. Donc c'est pas les mêmes situations, pas le même contexte, les armes ne sont pas les mêmes. Par contre, la perception, la vigilance, et cette martialité, donc cette capacité de mettre en place les outils nécessaires à la survie, ça me semble être capital. Si on ne fait pas ça, on peut se rapprocher conceptuellement d'un phénomène de danse. Donc ce n'est pas d'ailleurs étonnant qu'il y ait des danseurs qui se mettent très bien dans l'aïkido parce qu'il y a d'énormes qualités similaires et que par exemple aussi Maître Noro adorait la danse et avait une recherche esthétique dans son travail qui était évidente. Donc c'est vrai que l'aspect martial, malheureusement, en effet, l'évolution sociétale par laquelle on est passé ces dernières 30 années, je dirais, ça porte plutôt vers la santé et le bien-être, qui sont tout à fait des points à défendre, en effet, mais le côté combatif, martialité, utilité au cas où, la vigilance et tout ça, c'est passé un petit peu au second plan. Et malheureusement, je pense que ça manque, parce qu'une bonne partie, moi, de mon temps, ça fait vraiment très vieux quand je dis ça, mais dans les années 70, on cherchait des outils pour pouvoir au pire se défendre, au mieux se battre et gagner et survivre. Et cet aspect-là est un petit peu remplacé par on fait de l'aïkido, on fait de la gymnastique, on fait du taïso, on fait de la santé, c'est très bien. On fait pour les enfants, on fait pour les personnes du 4e âge, des débutants tardifs. Je trouve ça excellent, c'est parfait. Mais ça devrait, je ne vais pas dire être périphérique, mais pas loin. Ce sont des éléments supplémentaires qui sont intéressants, mais le cœur de métier, c'est le renforcement de la personne, de sa capacité à avoir une bonne santé parce qu'il s'entretient, parce qu'il utilise son corps de manière intelligente. C'est beaucoup plus intelligent les approches que je vois faire, que ce soit au Kishinkai ou même à la FFAB, à la 2F3A. C'est par rapport à ce que nous on était vraiment dans la copie. Pas forcément de manière adaptée, intelligente, et surtout parfois à contrario de ce que l'anatomie aurait dû nous faire respecter. Moi j'ai vécu des situations, 2 ou 3 situations, qui ont mis ma vie en danger lors d'un entraînement, parce qu'on était tellement combatifs que ça allait un peu trop loin, quoi, hein. Donc de ce point de vue-là, ça c'est un bien. Je pense que les générations depuis une vingtaine d'années ont beaucoup profité de toutes les bêtises que nous on avait pu faire dans les années 70-80, et que ça c'est une bonne chose. Mais le cœur de métier, d'après moi, c'est quand même être en bonne santé, mais pas un vrai travail dynamique et combatif, qui développe une confiance en soi, une perception des zones de danger, et même avec un vrai transfert dans la vie professionnelle et la vie quotidienne. Le respect de l'autre, mais aussi savoir prendre sa place au bon moment, au bon endroit, de la bonne façon, être en respect de soi-même comme de l'autre, voilà, tous ces éléments-là. Je pense que beaucoup de gens espèrent ces choses-là dans l'aïkido, et que le découpage un tout petit peu trop en tranches, avec des missions, il y a un risque de perte de transmission, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé utile de participer à ce tournage, parce que c'est des choses que ça fait pratiquement 50 ans que je suis là-dedans, et ce sont des choses qui m'ont énormément apporté et que je trouverais dommage de voir perdues. Il y aura au moins une sorte de testament. Comment as-tu mis en cohérence, ordonné ces différents enseignements? Alors ça, c'est assez particulier, dans le sens que ça s'est fait presque à mon insu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on apprend une discipline comme l'aïkido, où il y a des formes d'attaque assez différentes, c'est pas systématique, c'est pas réduit à 2 ou 3 saisies ou 2 ou 3 attaques, ce qui est relativement facilitateur. En fait, il y a quand même une variété. Certaines attaques, on peut se demander si c'est vraiment utile de les étudier de nos jours, parce qu'elles relèvent de l'histoire de l'aïkido, d'une époque un peu plus ancienne, à la fin du 19e, au début du 20e, où il y avait un code social au Japon qui était spécifique. Donc, voilà. Donc on a hérité d'une matière qui est un magma avec plein d'éléments intéressants, certains plus utiles que d'autres, mais presque tous on peut en tirer un avantage de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui reste palpable.
Mais en fait, il y a des questions que je me posais par rapport à certaines attaques ou certaines techniques, et elles ça fait une sorte de ping-pong dans ma tête et dans la façon dont j'ai construit ça progressivement, avec des réponses qui étaient fournies alors que je ne posais pas la question sur un registre, elles arrivaient par un autre biais. Et en fait, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui intellectuellement absorbent des éléments, et c'est à un bout d'un moment, la solution, en gros, elle arrive presque toute seule, en elle-même, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je n'avais pas vraiment de désir de catégoriser, mais au fur et à mesure que les expériences que je réalisais trouvaient un aboutissement ou une réponse, je ne fermais pas pour autant les portes. Par exemple, je montre dans le travail de Sho Menuchi, Iriminage, différentes formes d'approche. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Il n'y avait pas une Bible qui disait on fait comme ça puis c'est fini. Non, c'est vraiment situationnel. Et l'idée, c'est d'avoir cette disponibilité qui progressivement permette d'apaiser le jeu. Et en fait, je pense que la vraie solution, c'est la victoire par la paix, paraît-il. C'est une sorte de masse d'éléments qui s'agglomèrent progressivement et qui peu à peu prennent leur forme. Après, je ne suis pas certain que ce soit possible pour tout le monde. Moi, j'étais jeune, j'ai investi énormément de temps, j'ai beaucoup travaillé, j'ai voyagé, j'ai vu plein de gens, et c'était un moment où tout le monde, enfin tous les sensei étaient beaucoup plus jeunes, donc ça correspondait un peu à mes attentes au niveau de la disponibilité corporelle. On a tous vieilli, donc il y a des enseignements où ça s'est un peu apaisé, voire trop apaisé, donc c'est très sympa, c'est très bien, mais ça ne donne pas forcément envie aux jeunes, et je pense que les jeunes ont besoin de bouger, de vivre, de vibrer. Donc c'est quelque chose qui est difficile, puisque c'est la construction de l'individu qui avance, la conceptualisation technique qui avance. L'idéal, c'est de trouver le bon enseignement le plus tôt possible, le bon enseignant qui va transmettre un ensemble cohérent, ce que moi j'ai trouvé chez Maître Tamura et avec l'éclairage de Sugano, qui m'a permis de voir comment tout ça se mettait en place et pouvait se mettre en œuvre. Donc c'est assez... je ne peux pas dire qu'il y a eu... je n'ai même pas eu une volonté d'organiser. C'est vrai que quand j'ai passé mon brevet d'État, premier degré, le deuxième degré, bon, j'étais enseignant, donc la pédagogie, c'était quelque chose dont j'ai été imprégné par ma formation. Mais c'est vraiment... en fait, c'est pour ça que je dis, c'est le travail et le travail, quoi. C'est ça qui paye. Et en plus, on travaille pour soi, quoi. C'est pas égoïste, hein, c'est juste une réalité. On travaille pour soi. Bien sûr, et le mieux, c'est de trouver des gens avec qui on s'entende bien, parce qu'on peut avancer ensemble. C'est ça, normalement, le but d'une association, d'une fédération. Pas évident par les temps qui courent. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil, des erreurs à éviter, ou alors des choses à faire qui permettent de progresser, continuer sur la voie de l'aïkido? Alors, il y a quelque chose que je pense fortement, même si je vois par exemple des limites dans le travail en Suwari-waza, avec des risques corporels, je pense qu'il faut continuer à en faire régulièrement. Déjà parce qu'au moins pour limiter la casse et savoir ce que c'est, et savoir où arrêter la chose, il vaut mieux faire 5 minutes toutes les séances que 1 heure d'affilée et puis plus pendant 2 mois. Donc la continuité des exercices, ça me paraît capital, parce qu'il y a une sorte d'imprégnation progressive. Donc le phénomène répétitif de la technique, que ce soit en karaté, en judo ou en aïkido, il y a une nécessité, il y a un brassage corporel qui est nécessaire. Donc ça, il ne faut pas l'éviter. Il y a certaines personnes qui ont un petit peu tendance, une fois, ouais, j'ai compris Ikkyo, c'est bon, je n'ai pas besoin de le répéter. Ça m'a toujours paru un peu étrange de pouvoir penser qu'on a compris en l'espace d'1 heure et qu'on n'a plus besoin de le faire. Le corps doit avoir quasiment atteint un stade où on n'a plus besoin de penser la technique pour qu'elle se fasse. Donc ça, c'est important, c'est un travail très intellectuel par certains côtés, et en même temps, il faut oublier cet intellectualisme pour arriver à avoir une technique qui soit elle-même quasi autonome en fonction de la situation. Et ça, il faut faire des exercices où on accepte d'être surpris, où on accepte d'avoir des attaques qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, où au lieu de prendre le bâton comme ça, on prend le bâton comme ceci. Et Sugano était dans cet état d'esprit-là. Il aimait beaucoup les interprétations. Il disait toujours, bon, ben, on fait comme ça pour l'entraînement, mais dans la rue, ça ne va pas forcément être comme ça. Donc, si ça se produit différemment, c'est que du plus. Il ne faut pas retirer cette chose-là. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil? C'est de travailler, en fait. Hein. Je vais me répéter, mais c'est un entraînement régulier qui brasse le corps. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit. Et puis, il
y a presque des solutions qui vont émerger, je ne dirais pas toutes seules, mais dans un travail bien guidé, il y a des solutions qui vont se faire jour alors qu'on ne les escompte pas. Parfois, on va faire des retours en arrière parce que brutalement, on est confronté à une difficulté. Mais bon. Et puis, presque comme mot de conclusion, en fait, la chose à laquelle je touche, mais véritablement depuis 4-5 ans, au-delà du travail d'absorption par le bassin, qui est un de mes gros pôles de réflexion en ce moment, c'est comment arriver à faire quelque chose qui ne soit ni dur ni mou, mais véritablement une sorte de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité, qui fait que si c'est trop dur, bien, je peux être plus souple. Si c'est trop mou, je peux être plus dur, et que ce soit constamment en adaptabilité pour que le corps de mon partenaire et moi-même, les situations, soient constamment du plein et du vide, et cette plasticité constante qui fait que le mouvement reste réaliste, utilisable, formateur. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de tendance, les hommes, à être rigidifiés. Dès qu'il y a un blocage, il y a un blocage psychologique. Or, en fait, il faudrait avoir les qualités de la dame, les qualités des femmes, pour, au moment où ça se passe, être capable aussi d'être plus subtil, d'être moins dans la confrontation contre son adversaire, puisqu'en fait, normalement, l'adversaire, c'est d'abord un hooké, mais aussi un AIT, c'est quelqu'un qui vous prête la main pour vous former. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif comme concept.